De retour sur le plateau de notre édition spéciale Tempête en compagnie de notre invité, le médecin-colonel Trédaniel, le chef du service santé des pompiers du département. Alors on a parlé tout à l'heure de l'accueil des victimes dans cette nuit du 28 février, colonel Trédaniel. On va parler maintenant de la gestion du stress, puisque c'est ainsi que vous l'appelez, pour les équipes de secours. Est-ce qu'on en parle d'ailleurs assez facilement entre équipes de secours, où finalement les pompiers ne sont pas forcément des gens qui se plaignent aussi de leurs propres problèmes? On pense d'abord évidemment aux victimes. Est-ce qu'on en parle assez facilement? Oui, on pense d'abord aux victimes, bien sûr, et nos amis de la cellule d'urgence médico-psychologique sont d'abord là pour s'occuper des sinistrés. Mais nous avons, en Vendée, pour nos sapeurs-pompiers, depuis des années, travaillé sur la gestion du stress avec des cursus de formation répétés. C'est un mot qui n'est plus tabou chez nous. Et je pense pendant un temps. Qu'il a été, comme je pense chez tous les sapeurs-pompiers, le héros infaillible, solide, qui ne craque pas. Et je crois qu'on a bien travaillé sur ce stress. Et ensuite, on a pu d'ailleurs continuer sur des problèmes d'addiction éventuels, alcool, drogue, il y a un lien fort. Toujours est-il que le stress, aujourd'hui, c'est un mot qui est facile chez nous, la gestion du stress, et les demandes sont très facilement exprimées auprès de mon service. On demande assez facilement de l'aide, et j'ai autour de moi une équipe notamment de psychologues, sapeurs-pompiers, qui sont là pour nous aider. Et puis des médecins volontaires qui vous entourent aussi, qui sont des médecins généralistes qui vous entourent. Et puis des médecins volontaires qui font partie du service de santé, quelques infirmiers sapeurs-pompiers, une petite quinzaine, un groupe homogène, bien formé, bien encadré, et qui est à disposition des sapeurs-pompiers. Alors le stress, les pompiers y font face quotidiennement dans des événements dramatiques. Qu'est-ce qui différencie la gestion du stress dans un événement comme ce qui s'est passé à la tempête et le quotidien pour eux, c'est-à-dire des accidents assez graves Je crois qu'il y a un bras de levier redoutable autour de cette catastrophe. C'est le nombre de morts, c'est l'émotion partagée par la population, j'ai envie de dire très au-delà de la Vendée, la population française, et puis une catastrophe qui survient à 50 km de chez nous, là où je crois que depuis des années, on a banalisé finalement avec des catastrophes à l'étranger, à Haïti récemment, le tsunami il y a quelques années. Il y a là une proximité qui ne peut que toucher les sapeurs-pompiers et leur amener des émotions, bien sûr. Beaucoup plus forte, évidemment. Le soutien psychologique des secours, donc la gestion du stress, est-ce qu'elle s'organise dans les premières heures des interventions? Est-ce que vous mettez en place un poste spécifique pour cela? Alors, on a appris à différencier différents temps dans cette gestion du stress. Probablement une prise en charge initiale qu'on appelle plutôt diffusing, c'est-à-dire c'est un premier temps d'écoute au plus près de l'intervention, pour que les premières émotions soient exprimées. Et puis on laisse passer quelques jours, 48, 72 heures, pour organiser ce que l'on appelle un débriefing collectif, où là on réunit l'ensemble des agents qui ont vécu la même situation et on offre un temps de parole et éventuellement de réécoute. C'est-à-dire les secours qui sont revenus sur les mêmes opérations, c'est-à-dire les plongeurs ensemble, les gens des centres d'appel. Exactement. Il est important de ne pas regrouper dans un même lieu de débriefing des personnes qui n'ont pas vécu le même moment de l'intervention. Est-ce que la gestion du stress et le choc est telle pour certaines équipes de secours qu'au bout de quelques heures seulement, ils sont obligés d'arrêter pour certaines personnes parce que la situation est difficile à gérer justement? Bien sûr, bien sûr. Il faut savoir le repérer aussi par les équipes et par le commandement. Alors, quand c'est exprimé par la personne elle-même ou l'encadrement proche, c'est bien. Et sinon, on peut être, avec un regard extérieur, repérer justement ces personnels qui sont fragilisés, qui ont besoin de se reposer. Quels sont les premiers personnels que vous avez vus donc collectivement après cette catastrophe? Alors collectivement, dans le respect d'une chronologie que vous allez bien comprendre, on a souhaité réunir dès mercredi soir, il y a déjà 5 jours, les opérateurs CTA et chefs de salle, c'est-à-dire nos agents sapeurs-pompiers qui prennent les appels sur le 18 et qui ont été, je crois que le mot est juste, dans une extrême souffrance dans la nuit de samedi à dimanche. Extrême souffrance. Ils ont eu un afflux d'appels tout à fait inhabituel, et surtout des appels d'une difficulté majeure à gérer, avec la mort en direct à gérer. C'est-à-dire qu'ils avaient au bout du téléphone des gens qui exprimaient « mais j'ai de l'eau jusqu'au plafond, j'ai plus que quelques centimètres pour respirer. Qu'est-ce que je fais ?» La partie conseil, qui est leur métier premier avant de déclencher les secours, s'est trouvée dans une impasse très rapidement. Quel conseil donner à quelqu'un qui vous dit je n'ai pas d'étage et j'ai de l'eau jusqu'au plafond? Quel conseil donner à un homme qui dit j'ai réussi à monter sur une table, je suis un peu en hauteur, mais ma compagne est dans un lit médicalisé, elle est déjà sous l'eau, etc. Donc une souffrance terrible, partagée, il me semble, aussi par nos collègues du SAMU, puisqu'il y a eu aussi quelques appels sur le 15, et j'ai souhaité réunir dès mercredi dernier ces deux populations qui ont pris les appels de détresse dans la nuit. Ces hommes et ces femmes sont évidemment formés pour répondre. Alors ce type d'appel, quand effectivement on sait qu'au bout du fil la situation est désespérée,
Qu'est-ce qu'on peut répondre? Est-ce qu'on peut répondre d'ailleurs? Je crois que chacun fait avec son cœur. Avec son cœur, mais on est en dehors de tout schéma de formation habituel. On ne peut pas former à ce genre de choses extrêmement difficiles. C'est le personnel le plus atteint, vous diriez, après ça? Ah oui, véritablement. Il a été très touché et on a porté une attention très, très importante dès mercredi et je reste extrêmement vigilant pour les semaines qui viennent. Il y a des gens qui n'ont pas repris encore leur travail? Non, tout le monde a repris son travail. C'est important aussi à un moment donné de reprendre son travail, de retrouver le quotidien, entre guillemets, des accidents de la voie publique et des choses plus banales. Ensuite, les deuxièmes, ce sont les plongeurs peut-être? Les deuxièmes, tout le secteur nautique, les plongeurs, et puis la spécialité SAV, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas forcément plongeurs, mais qui ont une compétence en milieu aquatique, et qui ont effectué tous ces sauvetages dans la journée dans la nuit de samedi à dimanche et dans la journée de dimanche. Quels sont leurs symptômes à eux, ceux qui ont recueilli les rescapés, donc des personnes vivantes? Alors, ils ont recueilli des rescapés, mais ils ont aussi sorti 29 corps, qu'ils ont d'abord identifiés, l'intervention s'est faite en plusieurs temps, qu'ils ont d'abord identifiés dans certaines maisons, mais la priorité était au sauvetage et à la mise en sécurité des survivants. Donc ils sont allés les rechercher dans un second temps. La gestion de la mort n'est jamais simple, et avec un bras de levier redoutable ici, avec un nombre de morts extrêmement conséquent. Est-ce qu'il arrive que le personnel... ça pourrait être bien normal, culpabilise? Parce que vous avez des situations comme celle-là, c'est-à-dire le personnel se dit on aurait pu sauver plus de monde, et on se rejette la faute sur soi-même. Parfois, ça peut arriver? Toujours. Toujours? Quasiment toujours. Au quotidien déjà, on sait que dans certaines circonstances, les pompiers nous l'expriment bien, ils ont des doutes sur l'efficacité de leurs gestes, sur un mort pris un arrêt cardiaque pris à domicile. Est-ce qu'on aurait pu arriver plus vite? Est-ce qu'on aurait pu mettre notre défibrillateur en place plus vite, etc. Et donc, inévitablement, sur une catastrophe de ce type, avec 29 corps, il y a des doutes, des questions. Est-ce qu'on aurait pu en sauver plus? Bien sûr. Et c'est une véritable souffrance. C'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Et qui est démultiplié forcément dans un cas comme celui-ci. Démultiplié, bien sûr. Les troisièmes personnels, est-ce qu'il y a les pompiers aussi de l'Aiguillon, c'est-à-dire les pompiers volontaires, les pompiers de la caserne de l'Aiguillon, qui sont doublement touchés finalement? Alors, les pompiers de l'Aiguillon, bien sûr, on les surveille de près depuis dès dimanche. Ils ont été tellement impliqués, tellement acteurs de cette catastrophe, eux-mêmes, pour certains, ont perdu leur maison. Ils ont été tellement dans l'action que, véritablement, sur la semaine écoulée, ils nous l'ont bien dit, le temps n'était pas à se poser, à exprimer la douleur ou la souffrance. Les choses ont pu se faire un peu samedi, au bout simplement de 6 jours. On a mis en place des entretiens individuels avec l'aide de notre psychologue. Des choses fortes ont été dites, mais on va se retrouver sans doute courant la semaine prochaine. Cette semaine, vous allez voir d'autres personnels encore, c'est prévu? Et puis cette semaine, j'ai organisé dans l'après-midi une rencontre qui doit avoir lieu mercredi soir à l'état-major pour l'ensemble des sapeurs-pompiers engagés. D'accord. Sur le dispositif. Et comme j'ai pu le faire pour le secteur nautique en fin de semaine dernière, on invite aussi les autres sapeurs-pompiers des colonnes de renfort que l'on a appréciées depuis dimanche, des départements voisins. Alors, en tant que télévision, évidemment, on a montré beaucoup d'images. Est-ce que c'est important pour les pompiers de revoir les images à certains moments donnés? Peut-être pas tout de suite, mais les images de ce qu'ils ont fait, des actes qu'ils ont fait. Est-ce que ça fait partie, entre guillemets, de la thérapie aussi? Thérapie, voir des images, sûrement pour ceux qui n'ont pas vu initialement, et je reviens aux opérateurs CTA. Il leur manquait un bout d'histoire, c'est ce qu'ils nous ont bien exprimé mercredi dernier. Ils ont un début d'histoire, ils n'ont pas la fin. La fin par rapport au quotidien qui est fait d'un appel, avec une détresse gérée par un conseil, l'envoi d'un véhicule, puis une hospitalisation. Ils ont une histoire complète sur chaque appel. Là, ils n'ont que le début de l'histoire. Ils ont pris des appels de détresse et ils n'ont eu aucune fin. Parce que voilà, il y a un PRV de montée, c'est une prise en charge d'une grande population de sinistrés. Et puis surtout, ils n'ont pas vu d'image. Ils n'ont pas vu, ils ne se sont pas déplacés. Et on leur a conseillé, avec l'aide du médecin de la CUMP, du médecin psychiatre, on leur a conseillé d'aller se rendre sur place dans la semaine. D'accord. Edwige Richard, on va revenir avec vous sur un couple qui était présent sur ce plateau il y a une semaine. Il s'agit de Mireille et Christian Missler. Ils étaient venus témoigner sur ce plateau, vous les voyez à l'image, de cette nuit, de la manière dont ils l'avaient vécu. Christian Missler qui était resté au domicile pendant la nuit avec leur fils qui était handicapé, et puis Mireille Missler qui était partie dans la nuit à la recherche des secours. Ils sont revenus dans leur maison il y a quelques jours et vous étiez avec eux ce matin, Edwige.
Tout à fait. Alors, une semaine après le drame, l'heure est à la constatation des dégâts. Alors, il y a quelques temps, il y avait d'abord la découverte des maisons sous les eaux. Aujourd'hui, depuis quelques jours, chaque famille sinistrée tente de vider au mieux sa maison. Évidemment, chez Mireille et Christian, c'est la même chose. Mais l'eau salée a fait beaucoup de dégâts. On va justement écouter Christian. Là, il reste qu'on a tout sorti pour l'instant, ou presque, tout au moins. Il reste encore quelques armoires où il y a encore un peu de linge que l'on va pouvoir récupérer parce qu'il est très humide et puis bien sûr sali. Mais ça se récupère après un bon lessivage. Et sinon, tous les appareils, malheureusement, sont grignotés, si on peut dire, par le sel. Et tous les appareils électriques sont HS, quoi. On peut simplement voir la prise ici de téléphone. Un téléphone qui est tout neuf. Hein. Je l'avais acheté le mois dernier. Je sais pas si on peut voir à la caméra l'état de la prise qui est restée 2 jours sous l'eau, quoi. Tout est attaqué par le sel. Ça rouille, ça moisit, et puis... ça devient complètement inutilisable. Les appareils électriques sont en court-circuit, les prises sont pleines d'eau, donc il y a encore beaucoup à faire au niveau technique, quoi. Alors ça, c'est le niveau technique. Alors on le voit bien, Christian a toujours le sourire. Il l'avait finalement un petit peu aussi sur le plateau. C'est une petite parenthèse. Vous aurez aussi remarqué qu'il avait les cheveux un peu plus courts, parce que c'est ce que disait Mireille. Elle voulait rester digne, et pour eux, c'était du coup important d'aller chez le coiffeur, au moins d'avoir finalement un physique voilà. Exactement. Donc je reviens sur le côté technique. Ça, il l'a bien dit, on a bien compris. Les machines à laver, etc. Il n'y a plus rien. Ils ont tout vidé. Maintenant, tout est dans leur jardin. Mais ils ont quand même réussi du coup à récupérer quelques souvenirs. On va justement, je les ai suivis un petit peu dans leur redécouverte des souvenirs. Des photos de classe. Photos de classe de Céline. Non, c'est les tiennes, ça? Non, c'est de toi? C'est de Céline, bah oui. Voilà, on découvre un petit peu toutes ces choses qui sont détruites. On avait essayé de les mettre dans des caisses et c'était pourtant assez haut, hors de portée de l'eau. Mais comme l'eau a soulevé des caisses, d'autres caisses qui étaient moins bien remplies, ça a culbuté et tout s'est renversé dans l'eau. C'est mes photos, ça? Ça, c'est tes photos. Elle faisait ses photos quand elle était plus jeune, quoi. Jésus Superstar. Oui. Ça date, hein. Oui, c'est à moi que la Mireille s'est marquée. Bah oui. Oui, ben laisse ça. Mireille Mathieu. Oui. On est obligé de rigoler, quoi. Ben, je sais pas, moi. Tous les souvenirs. Ouais. Puis on est obligé de rigoler. Voilà, c'est Christian, vraiment, là, on commence au fil des reportages à le découvrir et ils ont vraiment toujours le sourire. Alors, on le voit, les photos sont abîmées et c'est un petit peu ce que me disait Christian, finalement. C'est un peu le sentiment d'avoir été violé dans sa vie privée parce que c'est des photos abîmées. C'est un peu comme un vol. Vous savez, on parle beaucoup des ordinateurs qui ont été volés quand il y a des vols et puis les photos qui disparaissent. Là, c'est un petit peu leur sentiment. Ils ont le sentiment d'avoir été, violés à l'intérieur d'eux parce que ces photos sont abîmées. Et du coup, Mireille, elle a un petit peu plus de mal à accepter tout ça. On va l'écouter. C'est le premier jour où je remets vraiment les pieds ici. Je suis juste venue 2-3 secondes quand où il y avait encore 1 mètre d'eau partout. Et je me suis enfuie. Je n'ai pas été très courageuse. Et puis, là, ce matin, ça y est... parce qu'on attend l'entreprise pour ramasser tout ce qui peut être ramassé en vêtements surtout, pour emmener ça au pressing, en espérant les récupérer. Alors moi, je vois pas du tout le futur pour le moment, j'en suis pas là. Quand je vois la mare d'eau qu'il y a encore là devant et qui continue de monter, je m'inquiète énormément par rapport à ce que j'entends sur la nappe phréatique. Qui remonte, qui ne peut plus encaisser l'eau. Et donc de tout ce que j'entends, je pense qu'il va sûrement falloir soit surélever cette partie de la maison, soit après ça va être des décisions d'experts. Je ne sais absolument pas si elle sera déclarée insalubre ou si on pourra la réhabiter. Ça, je ne sais absolument pas.
Et là, on comprend bien que la galère n'est pas terminée, parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de l'eau qui est partie dans les maisons ou qui a été pompée par les pompiers. Mais là encore, chez Christian et Mireille, c'est pas fini, parce que l'eau est encore là. On va le découvrir. Là, je m'inquiète, Christian. Hein Oui. Hein, ça va remontrer. Qui reviendrait, qui se concentre surtout sur là-bas. On est vraiment à la limite, quoi. La porte, elle est bien jointe, et l'eau ne rentre pas, mais à 2 cm près. Vous voyez, là j'ai déjà les doigts dans l'eau. 2 cm, ça passe là, et puis ça peut rentrer. Et là, ils ont pompé, et ça fait 3 jours qu'ils pompent sans arrêt, juste ici l'eau, mais ça revient toujours, quoi. Alors, ça vient pas de la route. Ce n'est pas la route qui se déverse. On est dans les points les plus bas, là, ici. Ça remonte à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de la maison. C'est ça, voilà, parce que c'est tellement imbibé dans les terres, c'est un peu comme une éponge à un moment donné, quand elle est trop pleine. Sur le carrelage. Voilà, donc finalement, sous le carrelage, l'eau revient un petit peu. Alors on se demande finalement quand est-ce que ça va se terminer pour eux. Un petit mot juste sur leur fils. Mardi, vous avez découvert leur fils Sébastien, qui est handicapé. Et bien, pour lui éviter un petit peu toute cette galère, ils ont réussi à trouver un foyer ailleurs. Du coup, il est un peu comme parti en vacances, c'est ce qu'ils lui ont dit. Ils lui ont dit, voilà, tu pars un mois en vacances, et puis quand tu vas revenir, tu vas redécouvrir presque une autre maison. Ce qui est important pour lui, parce qu'il reste handicapé, et ça peut être un autre choc. Et puis aussi pour leurs parents, enfin pour Christian et Mireille, c'est important qu'ils ne soient pas là. C'est un souci en moins, et c'est important. Voilà. Merci beaucoup, Edwige. J'ai beaucoup de gens qui sont passés dans la cellule psychologique, je crois, colonel, pour les victimes, et qui passent encore cette semaine. Oui, et puis avec des points bien organisés au niveau du gymnase, qui a joué un rôle important dans le point d'accueil des sinistrés et zones d'hébergement. Et puis depuis hier, un point d'accueil à la mairie de l'Aiguillon et à la mairie de la Faute-sur-Mer, avec l'aide aussi des CUMP des départements voisins qui sont venus renforcer. Le choc psychologique peut se prolonger encore longtemps pour ces gens-là? Ah oui, véritablement. Je crois qu'on peut compter en semaines, voire en mois. Ouais. Et finalement, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent, moi ça va, j'ai pas une mort, donc ça va, j'ai pas besoin de parler, ça va aller, je vais m'en sortir, et puis qui s'effondrent finalement. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là qui se disent, j'ai pas besoin d'aide, prenez du temps pour ceux qui ont perdu des personnes, et qui du coup ils se disent, voilà, je suis assez fort, et finalement c'est pas le cas puisqu'ils s'effondrent. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là? Je crois qu'il faut les diriger vers ces points d'écoute, et ils doivent être écoutés, et ce sont des moments privilégiés qui leur sont offerts. Il faut pas les rater. Ouais. Merci beaucoup. Une vingtaine de lycéens du lycée Bel-Air de Fontenay-le-Comte étaient aujourd'hui sur les 2 communes de l'Aiguillon et de la Faute-sur-Mer, accompagnés de leurs profs d'histoire, dont la famille d'ailleurs a été touchée par la tempête. Ces jeunes s'étaient répartis en plusieurs groupes. Certains prêtaient main forte au tri des vêtements, d'autres aidaient à la préparation des repas. Je vous propose d'écouter une de ces jeunes lycéennes fontenaisiennes. Aujourd'hui, je suis au foyer logement pour aider à encadrer le moment du repas. Donc nous, on accueille les gens et on leur dit où s'installer, on compte le nombre de repas qu'il y a. On essaye de se rendre utile à la plonge ou au triage, ou alors à accueillir les gens, et on est là pour les écouter aussi. Alors l'afflux de dons est considérable dans les 2 communes, des dons venus de l'ensemble du département. On le voit sur ces images tournées hier dans le gymnase de l'Aiguillon, où ces vêtements et produits sont stockés et gérés par le Secours catholique. Aurélien Martin a rencontré hier Jean-Marie Pogul, président du Secours catholique, qui nous dit quels sont les dons encore nécessaires, car les quantités sont devenues véritablement énormes. On a maintenant des vraies difficultés à gérer, on a beaucoup trop de choses. Je ne dis pas trop, beaucoup trop. C'est-à-dire qu'on a beaucoup trop de vêtements. On a un stock de produits d'hygiène et de produits de nettoyage qui est également excessif. Par contre, ce qui nous manque actuellement, c'est simplement des petits matériels de nettoyage. Pour être plus précis, des pelles, des râteaux, des seaux et des choses de ce genre. Et puis, on est toujours demandeur de produits alimentaires. On a des demandeurs du mobilier, mais pour le moment, on a une incapacité absolue à le stocker. Donc le message qu'on peut faire passer aux gens, c'est si vous avez du mobilier qui pourrait être utile plus tard à des sinistrés, gardez-le chez vous et attendez qu'on vous demande de l'envoyer.
J'ajoute aussi que le Puy du Fou est solidaire des victimes de la tempête Xynthia. On a appris ce soir que le Puy du Fou va envoyer sur place cette semaine plusieurs camions pour récupérer les linges de maison et les habits des 6 distraits. Ces linges et vêtements seront lavés par le pressing du Puy du Fou qui ont des propriétaires et retournés ensuite à leurs propriétaires. Et puis il a été proposé au directeur des écoles d'inviter tous les enfants des écoles de l'Aiguillon-sur-Mer et de la Faute à venir passer une journée au grand parc du Puy du Fou et assister à la cinécénie. Et puis enfin on a appris ce soir qu'il y aurait une soirée humanitaire le 2 juillet prochain. Et l'équipe des sauveteurs, qui ont donc su sauver, je vous le disais tout à l'heure, 765 vies humaines, cette équipe sera présentée au public afin qu'un hommage solennel leur soit rendu. Colonel Trédaniel, une dernière question. On a parlé de la gestion des stress pour vos équipes. Votre stress à vous, qui le gère ? Pour le moment, avec un peu de sommeil, et puis je repousse le moment où je vais devoir me poser, mais ce sera indispensable. Ouais. Vous avez besoin de parler, vous aussi, à quelqu'un ? Bien sûr, forcément. Bien sûr. Merci beaucoup de votre venue ce soir. Merci d'être venu. Dans un instant, 85 chrono, ce sera à 19h avec Hélène Laurenceau qui nous rejoindra sur ce plateau. Demain, nouvelle édition spéciale consacrée à la tempête avec de nouveaux invités et nouveaux reportages. Nous nous intéresserons notamment à la situation des Sables d'Olonne. Nous irons un peu plus loin, évidemment, que la commune de l'Aiguillon et de la Faute, puisque là-bas aussi, la commune a été fortement touchée. À demain. Au revoir.